Merci, docteur. D'accord, vous avez parlé un peu de ce village de Kassas qu'on a eu la chance de visiter plusieurs fois lors de ces pèlerinages. Donc, pour revenir un peu à l'ouvrage, donc le maître mot revient sur Tafsir Ahmadou Baro Djegan. Donc, si on arrive à faire un peu le lien avec Cheikh Medoune Djegan. Donc, parlez-nous un peu de la naissance de ce saint homme, de Tafsir Ahmadou Baro Djegan. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à sa naissance? Qu'est-ce qui caractérise sa naissance en fait? Oui, ben, c'est ça, effectivement, par rapport à la naissance de Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène, je vais d'abord donner quelques précisions avant d'aller plus loin. Il faut voir que de l'union entre Cheikh Medoune Ndiéguène et Sokhna Fatoumata Ndaw, donc ben, naquit Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène vers 1825. Donc, selon la majeure partie des sources au sein de la Hadara Ndiéguène de Thiès. Pour dire que peu importe la source que vous avez, de vous dire, si vous voyez une date par-ci, par-là, au sein de la Hadara Ndiéguène, nous, la date officielle retenue pour la naissance de Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène est donc, eh bien, donc vers 1825. C'est sûr que par honnêteté intellectuelle, donc nous sommes obligés de souligner les autres points de vue qui existent par rapport à cette date, à savoir qu'il y a des sources qui disent que cette naissance peut être approximée vers 1844, donc à cause donc de la différence d'âge, 65 ans environ, qui existe entre Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène et son premier calife, El Hadji Mohamed Sakhir Ndiéguène. Et pour finir, ben, c'est sûr que Paul Marty, lui, dans son livre Études sur l'islam au Sénégal, mentionne clairement que Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène est né vers 1863. Mais je le redis encore une fois, nous, au sein de la Hadara Ndiéguène, la date qui est retenue est vers 1825. En ce qui concerne l'union entre le Cheikh Medoune Ndiéguène et Sokhna Fatoumata Ndaw aussi, il y a eu plusieurs versions. Mais quoi qu'il en soit, les rois du Ndoukman avaient intérêt donc à ce que Cheikh Medoune Ndiéguène reste près d'eux. Donc, en fait, parce qu'il était un conseiller, si on peut dire, un conseiller sur le plan spirituel donc, du roi du Ndoukman. Donc, de ce fait, en fait, il a été marié donc, à Sokhna Fatoumata Ndaw. Bien sûr, c'était un mariage je sais pas comment dire, c'est un mariage de raison, si on peut dire, pour pérenniser, en fait, donc, les conseils que donnait Cheikh Medoune Ndiéguène donc, aux différents rois du Ndoukman. Merci, docteur. Donc, ça, c'est très clair. Donc, là, on se retrouve un peu avec, comme vous l'avez dit, des dates complètement différentes. Mais ça aussi, on va le mettre dans le bénéfice de l'oralité. Et puis, nous allons encore une fois avancer dans ça. Que pouvez-vous nous dire par rapport à l'enfance de Tafsir Ahmadou Baro? Et puis, qu'est-ce que vous pouvez encore nous dire un peu sur sa formation islamique d'adolescent? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme réponse à cela? Merci, Pape. En fait, la majeure partie des sources orales disent que suite à la disparition de son père, donc en l'occurrence le Cheikh Medoune Ndiéguène, qui fut enterré donc, à Kassas, que le jeune Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène grandit dans une ambiance royale, donc au sein du Ndoukman, où toutes les richesses et tous les honneurs de ce bas monde étaient à sa portée. Et puis l'organisation sociétale et architecturale de l'époque fit que ce sont finalement ses grands demi-frères, à savoir Ahmad Maram, Ibrahim Maram et Sama Maram, toujours faisant partie probablement des conseils spirituels du roi du Ndoukman, dans la continuité de leur père, qui finalement s'occupait de poursuivre son éducation spirituelle et temporelle. Comme il est de coutume dans nos sociétés actuelles, hein. Quand vous êtes l'aîné de la famille, quand votre père est décédé, l'aîné de la famille finalement devient le père de la famille. Mais il faut se dire aussi qu'à l'époque, quand tu étais fils ou fille d'une princesse, écoute, il fallait exceller dans tous les domaines. C'est-à-dire que l'éducation était renforcée à tous les niveaux parce que nous sommes appelés à diriger et donc à occuper des postes hyper importants. Alors, dans ce contexte, son enfance et sa jeunesse furent aussi rythmées par le culte de l'excellence dans tous les domaines. Et puis, on voit que dès son jeune âge, les savants et dignitaires de la cour royale remarquèrent en lui quelqu'un de serviable, d'intelligent, de patient et doté d'un mental de compétiteur. Donc,
parce que finalement, il aspirait à être le meilleur dans tout ce qu'il entreprenait. Merci, docteur. Encore une fois, oui, on a eu au moins quelques informations et puis quelques connaissances en ce qui a trait à sa formation d'adolescent et surtout aussi par rapport à son cursus de jeunesse. Qu'est-ce qu'il a eu à faire et puis comment il a eu à se comporter en futur leader ou bien en futur chef religieux. Je me retrouve ici à la page 68 avec le départ en exil à la recherche du savoir. La notion d'exil, c'est une notion qui revient très souvent, que ce soit en littérature religieuse ou bien en littérature un peu sociale ou bien sociétale. Donc ici, dans le cas précis de Tafsir Ahmadou Baro, nous savons qu'il a eu à se déplacer dans plusieurs zones ou bien dans plusieurs régions. Qu'en est-il exactement de son exil? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la notion d'exil et le personnage de Tafsir Ahmadou Baro? Par rapport à la question, je veux dire, le symbolique de l'exil de l'époque, il faut voir que la tradition chez les maîtres soufis de l'époque consistait à voyager, hein, je veux dire, voyager de contrée en contrée pour rencontrer des savants de renommée ou mettre la main, ne serait-ce que sous un livre rare, afin de compléter leur formation spirituelle. Ainsi, il leur arrivait de marcher jour et nuit, bravant, si on peut dire, tous les dangers possibles, abandonnant famille et proches pour s'abreuver finalement de la lumière d'un savant. Et pour Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène, ce fut difficile, malgré quand même des signes évidents qui ont favorisé, voire si nous pouvons dire, forcé son destin. Mais après leur formation, ces illustres hommes de valeur avaient pour mission principale de pérenniser finalement l'islam au Sénégal et dans la sous-région. Bon, bien sûr, on voit que maintenant leur influence est allée au-delà. Alors, pour ce faire, je veux dire, la plupart d'entre eux font dire un foyer religieux dans des zones généralement hostiles où les hommes et les femmes étaient imbibés dans une foi aveugle, sourde et muette, si on peut dire. Je rappelle par ailleurs que ces foyers religieux étaient bâtis dans des zones stratégiques, telles donc un puzzle donc puisé de la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je veux dire, cette lumière qui dormait en Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène, quand cette lumière s'est réveillée, finalement, il s'est exilé afin d'aller approfondir ses connaissances qui, plus tard, lui permettront, comme ses ancêtres, en fait, de créer une station de revivification de la foi dans une autre contrée qui est finalement la cité religieuse du quartier de Kermam El Hadj. Donc, nous en sommes encore à la notion d'exil. Donc, ici, on constate que ce n'est pas un exil forcé, mais plutôt c'est un exil volontaire vers la quête du savoir. Et c'est cet exil, ce déplacement qui va le conduire vers l'illustre Tafsir Birame Cissé. Donc, quel rôle jouera cette personnalité, cet illustre homme dans l'accomplissement scolastique de Tafsir Ahmadou Baro? Quelle sera sa partition à jouer là-dedans? Il faut dire que Tafsir Birame Cissé était l'un des plus grands représentants de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, il était quand même une référence dans le domaine du savoir à son époque dans la ville de Rufisque. Et puis sa prestigieuse et renommée école coranique connue de tous les Rufisquois était l'une des plus réputées quand même du Cap-Vert à l'époque. Bon, il faut dire que ce qui est normal, après avoir testé les connaissances de Tafsir Ahmadou Baro qui était donc venu à Rufisque pour parfaire son éducation, c'est ce qui est normal, comme je dis, parce que quand vous venez de rejoindre une école, je veux dire une institut, à l'époque, la première chose à faire, c'est de tester vos connaissances pour connaître en fait votre niveau. Et puis, après ces tests, il lui confia un groupe d'étudiants pour commencer, si on peut dire. Ainsi, Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène enseignait une partie de son temps, tandis que l'autre partie était consacrée au complément donc, de sa formation spirituelle. Il lui arrivait aussi d'être au service de son maître en l'accompagnant, par exemple, dans des tournées ou cérémonies dans la ville de
Rufisque. Ben, souvenons-nous quand même qu'il avait déjà des bases scolastiques solides, en fait, avant d'arriver à, à Rufisque. Ouais, il faut voir que Tafsir Biran Sissé participa pendant de longues années à compléter la formation de Tafsir Ahmad Baron qui donc, a vécu finalement une vingtaine d'années environ à Rufisque, selon les sources orales, où il épousa donc Sokhna Aminata Faye, hein, dans donc, cette même ville de Rufisque. Et puis, il faut voir que ses premiers enfants, dont ses deux filles, Sokhna Astou Ndiéguène et Sokhna Fatou Ndiéguène, sont nés à Rufisque. Pour dire qu'il était donc bien attaché à cette ville, qu'il dut quitter quand même plus tard pour continuer son rôle de missionnaire dans la ville de Thiès, suite à une recommandation donc, de son guide religieux, son maître Tafsir Biran Sissé. Avant sa disparition, ben, son maître avait demandé au préalable à un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du nom de Chérif Sidi Mohammed, de parfaire finalement l'éducation de Tafsir Ahmadou Baro et de l'aider à bien s'installer dans la région de Thiès. Docteur, donc juste pour un peu de lecture, donc là je vois 100 ans sa formation parachevée, Tafsir Biran Sissé appela Ahmadou Baro pour l'initier et l'élever au grade de maître de la voie de la Tijania. Donc là se pose quelque part une question valide ou bien valable. Donc la question de ce qu'on appelle la litanie Tidjane ou le wird Tidjane. Est-ce que vous pouvez juste nous parler de ça, comment ça s'est passé? Selon la tradition orale, alors nous, au sein de la Hadra Ndiéguène, c'est la version que nous retenons. Hein? 100 ans la formation de Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène parachevée. En fait, Tafsir Biran Sissé, son maître, donc avant d'aller à la Mecque, l'initia et l'éleva au grade de maître dans la voie de la Tidjania. Il faut voir que Tafsir Biran Sissé avait été initié par Cheikh Abdallah Sam, qui lui fut initié par le Cheikh Ali Ndongo, qui fut initié par El Hadji Omar Tal à la Tidjania. Mais il faut juste préciser que Paul Marty, lui, déclara dans son livre Études sur l'islam au Sénégal que Tafsir Biran Sissé était rattaché à El Hadji Omar Tal par l'intermédiaire de Thierno Yoro Ndiaye, donc qui était un guide religieux résident à Rufisque. Mais nous, c'est vraiment la première chaîne, la première version au sein de la Hadra Ndiéguène. C'est ça, cette chaîne initiatique que nous retenons. Et pour finir sur ce point, ce fut, d'après les sources orales, la deuxième fois que Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène fut initié à la Tidjania. Car selon la tradition orale encore, malgré son jeune âge, il avait été initié une première fois par son père, Cheikh Medoune Ndiéguène, qui lui avait été, nous le rappelons, initié par El Hadji Omar Tal. Donc, parfaitement, parce que là, à la page 74, on se retrouve juste avec la première chaîne de transmission ainsi qu'à la deuxième chaîne de transmission. Oui, donc c'est là, ça. au moins, on a votre explication qui nous élucide un peu plus sur cela. Maintenant, en parlant un peu du déplacement, donc son maître à Rufisque s'en est allé à la Mecque et finalement, il se retrouvait plus, il n'était plus en mesure d'avoir, par exemple, cette spiritualité au niveau d'un autre maître, on peut le dire ainsi. Et puis, il décide de se déplacer au niveau de Thiès. Donc, qu'est-ce qui est à l'origine de ce déplacement? Est-ce que c'était un déplacement volontaire ou bien c'était un déplacement entaché de mysticisme ou j'aimerais vraiment avoir une idée plus claire là-dessus? Quelle est la motivation supérieure de son déplacement vers Thiès? Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui ont poussé Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène donc, à venir s'installer donc, dans la région de Thiès. Et parmi ces raisons, il y en a deux qui sont évidentes pour moi. Donc, il y a une première raison qui est d'ordre spirituel et qui veut que ce sont ces maîtres qui l'ont formé, qui l'ont suggéré d'aller s'établir à Thiès pour y raviver et pérenniser la religion musulmane. Et une deuxième raison qui serait liée donc, à la situation politique, géographique et économique de la ville de Thiès. Il faut voir que cette ville anciennement appelée Diankrène, donc ne contient que 75 habitants environ en 1860 et puis seulement 15 000 habitants en 1936, donc d'après le recensement de la population de Rousseau. Vers 1885, la population thiessoise était très, très faible. Donc, et
ceci peut même expliquer beaucoup de choses. Hein. On suppose aussi que Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène, donc un de ses proches habitants à Rufisque, aurait visité finalement la ville auparavant pour lui en faire part, pour lui en parler, par exemple. Hein. Mais quoi qu'il en soit, cette ville était un lieu de garnison où le transport ferroviaire et routier permettait de relier facilement Dakar et Saint-Louis. Donc, bref, un carrefour à venir sur le plan démographique, politique, économique. Et donc, vous voyez où je vais en venir, c'est-à-dire que plus tard, eh bien, cette ville difficile, cette ville qui est occupée par des colonisateurs, donc avec une présence massive d'animistes, donc que cette ville aura forcément besoin plus tard de missionnaires de la religion musulmane. Donc, on est toujours dans un maillage spirituel. Donc, il faut voir aussi que cette période, on est vers 1885, donc on est encore proche des années El Hadj Omar Tall. Donc, on est toujours dans une logique d'expansion et d'implémentation de l'islam aux quatre coins du Sénégal. Puis d'ailleurs, pour la ville de Thiès, parmi le peu de missionnaires que Paul Marty a cité vers 1912, il prendra uniquement des images de Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène et donc de certains membres de son entourage. Donc, et ceci voudrait dire qu'il était incontestablement une figure religieuse très respectée et très écoutée dans la région de Thiès à l'époque. Merci, docteur. Donc là, on peut voir nettement qu'il s'est maintenant établi à Thiès et plus précisément à Keur El Hadj après son passage au niveau de Nguent, etc. Donc là, on en arrive un peu à son œuvre, donc vous faites part à la page 84. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de l'œuvre de Tafsir Ahmad Baro? Quels a été vraiment ses ouvrages phares et puis quelles a été ses relations avec ses pairs au niveau de Thiès et puis partout au Sénégal et en Afrique? Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme réponse par rapport à cela? Oui, c'est ça. En résumé, disons que les années passèrent et donc Tafsir Ahmad Baro devient une valeur sûre quand même et une référence incontournable dans le domaine du savoir, donc dans la ville de Thiès. Et puis, ses enseignements et ses sermons de haute facture donc, étaient attendus de tous. Hein. Et puis, vers le début du XXe siècle, les Thiessois décidèrent de construire une grande mosquée pour les prières hebdomadaires du vendredi. Mais quelques années plus tard, l'autorité coloniale donna son accord et les travaux débutèrent avec enthousiasme au quartier Moussanté de Thiès. À la fin des travaux, vers 1908 ou vers 1910, dépendamment donc, des sources, Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène fut nommé imam de la grande mosquée de Thiès, donc imam officiel de la ville de Thiès. Et puis, avec ses sermons devenus légendaires, il officia pendant quelques années à la mosquée de Moussanté. Il faut voir que, selon Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène, l'homme doit retourner aux enseignements du Saint-Coran et de la Sunna pour éliminer la précarité spirituelle. Nous n'avons aucun doute, en fait, ça sur ses capacités à écrire donc des ouvrages et des poèmes éducatifs pour les générations futures, comme en atteste finalement la qualité littéraire et grammaticale des sermons qu'il a écrits. Paul Marty dira même de lui que c'est un cher lettré et intelligent. Mais il faut voir que cependant, il s'est un peu démarqué de ça. Donc, il a plutôt préféré s'adonner et se concentrer sur une formation axée sur l'unicité de Dieu, en fait, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme modèle à travers le Saint-Coran et la Sunna. Bon, nous savons tous que c'est ça, chaque érudit a sa spécificité et pour Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène, ce sera plutôt l'unicité, la véracité, la discrétion, l'humilité et l'éloquence, donc qui prendront le pas sur les autres aspects. Il fait partie de ces remarquables personnages qui ont contribué symboliquement à l'histoire de la ville de Thiès en participant donc à l'élimination donc de la nescience au cœur des populations. Donc, l'une de ces célèbres déclarations qui émerveilla tout le monde et qui fait partie de sa panoplie de sages paroles est la suivante. Donc, cette déclaration, ça disait que le grade accordé à chacun auprès du Seigneur dépend de son savoir et de la rigueur religieuse qu'il s'impose. Donc, ce grade ne dépend guère de son origine ni de son
rang social. Donc, ce qui rejoint finalement donc, le concept du soufisme qui est donc le culte de l'excellence, c'est-à-dire adore Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il te voyait, et si tu ne le vois pas, sache que Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit. Tous les érudits de son époque le considéraient comme un soufi authentique, doté de savoir exceptionnel. Et puis, il faut savoir aussi qu'il les a tous reçus ou rencontrés en passant par la famille de l'Hadj Omar Tal, de l'Hadj Abdoulaye Niass, de l'Hadj Malick Sy, de Cheikh Ahmadou Bamba, etc., etc., etc. Aujourd'hui, on voit que son œuvre rayonne au-delà des frontières. Donc, que ce soit au Sénégal, dans la sous-région ou dans le monde, on voit que son œuvre, finalement, donc l'œuvre qu'il avait entrepris, finalement, s'est considérablement développée et propagée à travers le monde. Donc là, c'est vraiment un condensé de ce qu'on a pu ou ce qu'on peut recevoir et apprendre d'ailleurs de la vie de Tafsir Ahmadou Baro. Oui, c'est ça, c'est vraiment un condensé, si on peut dire, condensé. Ok, parfaitement. Donc, essayons de parler un peu de sa famille. C'est, n'est-ce pas, tout le temps, et de nos jours, on continue à parler encore de sa famille. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu de sa famille et plus précisément encore de sa succession? Oui, donc je vais commencer par rappeler que certains enfants de Tafsir Ahmadou Baro ont disparu en bas âge, donc ne laissant aucune trace à travers le temps. Et puis, ceci est le cas, par exemple, de son fils Mohamed Kabir, qui était donc son premier fils qui est disparu à bas âge. Pour d'autres encore, nous n'avons pas pu obtenir assez d'informations sur leur vécu et leur contribution pour l'épanouissement de la cité religieuse. Ce qui est le cas de certaines de ces filles qui, par devoir et par respect de la tradition, sont parties vivre aux côtés de leur mari, habitant parfois dans des endroits très, très reculés. C'est ça. Il faut voir que Tafsir Ahmadou Baro, quand même, il avait quand même une vision, je veux dire, un peu d'avance par rapport à son temps, parce que ce qui fait, afin de pérenniser le legs de ses ancêtres, il a misé sur une éducation de haute facture pour ses enfants. Hein? Ainsi, sur le plan spirituel, la majeure partie d'entre eux donc, a reçu une éducation de base avec l'apprentissage de la théologie, du Coran, des paroles et actes de l'élu, donc la Sunna, que ce soit la jurisprudence, la littérature, la grammaire, etc., avant d'aller s'abreuver auprès de savants d'exception pour acquérir, pour compléter leur formation. Maintenant, c'est ça. Si on considère maintenant sur le plan économique et social, la plupart de ces enfants étaient des régulateurs sociaux avec des responsabilités morales. Donc, ils s'adonnaient, je veux dire, la plupart à l'agriculture, au commerce, à la construction et à l'élevage. Maintenant, une chose est sûre, c'est que tout le monde s'accorde à dire que chacun des enfants de Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène avait un caractère ou un don qui finalement lui est particulier, donc un signe de don divin, si on peut dire. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez aujourd'hui écrire des livres sur chacun d'entre eux, hein, que ce soit El Hadji Mohamed Sakhir Ndiéguène, que ce soit Mam Abdoulaye Ndiéguène, donc là je parle de ses fils, que ce soit El Hadji Cheikhou Ndiéguène, El Hadji Sidi Ndiéguène, que ce soit El Hadji Assane Ndiéguène, El Hadji Ousseyni Ndiéguène, de Mamouniou Ndiéguène, que ce soit El Hadji Ousmane Ndiéguène, El Hadji Abdou Wahab Ndiéguène, ou donc son fils cadet, El Hadji Abdou Aziz Ndiéguène. Donc, on peut dire, je veux dire, de même pour ces filles. Donc, d'ailleurs, nous leur avons rendu hommage, donc en disant que nobles, pures, donc sages et vertueuses, que toutes les filles de Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène ont été élevées dans la dignité et le sens et le sens de la responsabilité, comme ce fut le cas donc avec ses différentes épouses finalement, dont l'origine laisse deviner qu'elles sont des modèles et des guides pour cette nouvelle génération. D'accord. Donc, un peu, en parlant un peu des enfants de Tafsir Ahmadou Baro,
Là, à la page 97 aussi, on a pu voir qu'il y a un chapitre qui a été exclusivement réservé à son fils, qui a été pratiquement celui qui a perpétré le legs, à savoir Mohamed Sahir. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de son khalife et fils? Qu'est-ce que vous pouvez vraiment nous donner comme référence intellect pour au moins nous gratifier d'une meilleure compréhension de sa mission en général? Oui, c'est ça. Il faut voir que El Hadji Mohamed Sahir Ndiéguène, donc, il est tout simplement le premier calife de Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène. Donc, il est né donc, vers 1890 et donc, il est le petit frère de Sokhna Astou Ndiéguène et de Sokhna Fatou Ndiéguène qui, elles, je le rappelle, sont nées à Rufisque. Il faut voir que, ben, en tant qu'aîné de la famille, ben, Mame Alhaji était quand même proche de son père. Et puis, ben, il faut voir qu'il débuta, ben, comme la plupart de ses frères, son enseignement coranique dans les quartiers de son père. Bon, plus tard, son père décida de l'envoyer parfaire son éducation dans la sous-région. Donc, ce qui fait que Mame Alhaji entreprit plus tard un long voyage de la vie finalement. Et puis, ben, sa première station, sa station principale, fut le village de Tchar, qui est situé dans l'arrondissement de Ndindi, donc dans la région de Diourbel, auprès de son maître El Hadji Biran Niang. Ben, en faisant ça, il s'inscrit ainsi dans une dynamique d'une hégire, donc d'un exil, mais cette fois-ci ben, volontaire. Donc, il suit ainsi le principe de la logique de la découverte, qui est un cheminement typique donc, des grands érudits. Auprès de son maître, en fait, Mame Alhaji a su affiner et asseoir les enseignements finalement de son père. Et puis, dès ses premiers jours, on le voit s'ériger en responsable et mieux, il s'arroge des responsabilités en étant le répétiteur agréé d'un groupe d'élèves donc venus d'autres contrées pour la même cause. Et puis, ben, au fil des années, donc, à l'image de son père, ben, Tafsir Ahmadou Baro, il deviendra une autorité incontournable du village de Tchar. Et puis, ben, El Hadji Biran Niang, ben, lui, avait confié finalement toutes les responsabilités donc, de son école. Son père, qui avait vu partir un jeune homme, ben, retrouve finalement ainsi un homme mûr et pétri donc, d'une plénitude universelle, c'est-à-dire une connaissance de l'ailleurs dans divers domaines et contextes. Et pour finir, ben, Tafsir Ahmadou Baro compléta avec beaucoup de minutie son éducation religieuse. Alors, il faut préciser aussi que Mame Alhaji fut initié à la Tidjaniya par le Cheikh Mourtada Tall, qui lui fut initié à la Tidjaniya par son grand frère, donc le Cheikh Ahmadou Cheikh Tall, qui lui a été initié par son père El Hadji Omar Tall. Cependant, ben, à la disparition du Cheikh Mourtada Tall, Mame Alhaji recevra le wird des mains de son père, Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène. Merci, docteur. Si on considère donc l'évolution, que ce soit scolastique comme religieuse de Tafsir Ahmadou Baro, donc il nous vient à l'esprit de voyager un peu dans le temps et puis de voir quelle a été un peu sa spécificité, quelle a été son originalité et ses innovations lors de son califat. Qu'est-ce qu'il a un peu démarqué de son défunt père et qu'est-ce qui a permis aujourd'hui qu'on puisse parler de lui encore dans le temps. Donc, parlez-nous un peu de ça. Qu'est-ce qui fait cette différence? Oui, c'est ça. Ben, écoutez, Pape Mody, ben, je veux dire, Mame Alhaji, il a quand même su poser de grands actes qui finalement se sont avérés vraiment payants. Hein? Tout d'abord, il a su écouter et appliquer les conseils de son père. Ben, comme il le dit lui-même, hein, El Hadji Mohamed Sahir Ndiéguène dans l'une de ces vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux qu'on peut écouter. Ben, alors, c'est ça, je veux dire, comprenez bien en fait que Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène, lui, s'est déplacé, je veux dire, Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène s'est déplacé pour créer une station de revivification de l'islam, comme le faisaient ses ancêtres. Ben, et la suite est très simple. Il faut que la famille trouve son assise religieuse, mais géographique, sociale et autres, avant de pouvoir se
projeter de l'avant. Et elle a dit, Amadou Sakhir Ndiéguène, donc en tant que chef de famille, a su relever ce défi et avec brio, il faut le dire, en restant et en maintenant le legs de son père et donc de ses aïeux. Ben, en fait, si tu fais une analyse, tu vois qu'en fait, il n'y a rien de nouveau, car nos ancêtres, donc les Ndiéguène, ont toujours agi de la sorte. C'est-à-dire, on arrive, on s'installe, on crée un ancrage et on se projette de l'avant. Ben, ainsi de suite, en fait. Donc aujourd'hui, on voit quand même clairement que cet ancrage est consolidé depuis la construction de la grande mosquée de Kermam El Hadj et son électrification, mais finalement, sous le califat de qui? De El Hadji Mohamed Sakhir Ndiéguène. Mais il faut dire aussi qu'il avait une vision même en avance quand même sur son temps. C'est-à-dire sur le plan religieux, éducatif, social et autres. Je veux dire, si prenons juste un exemple simple, hein, un exemple simple parmi tant d'autres. Il a par exemple su très tôt que c'est vraiment à l'unisson qu'il pourra bien réussir son califat. Donc, comme le voulait naturellement son père d'ailleurs. Hein, et puis, de ce fait, joint à la fois donc, le rôle de calife, de chef religieux, de père, donc de grand-père, de grand frère et de chef de famille, Imam Al-Hadi a su trouver l'équilibre parfait, mais finalement pour réussir sa noble mission et pérenniser ainsi le legs de ses aïeux. Et puis de là, on voit carrément le signe d'une adhésion et d'une cohésion parfaite pour une cause commune, c'est-à-dire contribuer à l'élaboration d'une société unie, digne, savante et travailleuse, mais tout en appliquant les valeurs inculquées par le Saint-Coran et la tradition. Ces normes, de même que ces valeurs sociétales, sont toujours d'actualité actuellement à la cité religieuse de Kermam, El Hadj de Thiès, où les gens vivent en communauté et s'entraident dans les moments les plus difficiles sous la direction du Khalif El Hadji Mounirou Ndiéguène. D'accord, docteur. Donc, nous voici arrivés pratiquement à la fin de l'émission. Donc, nous avons pu passer en revue pratiquement les plus grandes questions qui nous taraudaient l'esprit, à savoir un peu refaire la genèse et l'historicité de la famille Ndiéguène. Ensuite, essayer de voir un peu son passage depuis la Mecque pour arriver jusque dans le Saloum vers le Cayor. Aussi, nous avons eu à parler un peu des personnages phares de la famille Ndiéguène. Donc, voici un peu un condensé comme on l'a bien appelé, un condensé d'un peu de l'historicité qui reprend à peu près cet ouvrage vraiment très soutenu, à savoir ici Tafsir Amadou Baro Ndiéguène, parcours atomique d'un missionnaire de la religion musulmane. Donc, nous vous remercions encore une fois et puis je vous laisse la parole pour un mot de la fin et puis nous dire à peu près quel est ton ressenti par rapport à l'émission et par rapport aussi à l'ouvrage de base. Oui, merci Pape Mody. Je terminerai par dire aux gens qui souhaitent en savoir davantage sur l'histoire des Ndiéguène de Thiès, parce que je ne suis pas souvent rentré dans les détails, je leur dis, procurez-vous le livre, donc allez l'acheter, donc ne serait-ce que pour encourager les personnes qui se sont sacrifiées pour le mettre en œuvre. Et puis, on y apprend beaucoup de choses, comme l'a si bien dit Pape Mody. Nous tenons aussi à remercier toutes les personnes, dont vous, Pape Mody, qui se sont impliqués de près ou de loin pour faire aboutir cet ouvrage. Également, nous pensons que chacun a un rôle très important à jouer pour le développement de notre société. Ça, c'est vraiment mon ressenti. Et que ce travail, finalement, n'est pas concurrentiel, mais plutôt de perpétuation. Aussi, nous tenons à préciser que ce ne sont pas des discours propagandistes, finalement, qui feront avancer les choses, mais plutôt des actions concrètes. Et je pense que les acteurs de ce livre, car je rappelle encore, c'est un travail d'équipe, les acteurs les acteurs de ce livre sont bel et bien des exemples. Et puis, je vous encourage donc pour la bonne continuation
donc, de l'émission Horizon du Savoir. Et puis, donc, je vous remercie aussi pour cette invitation. Et donc, souhaite encore une fois une très bonne continuation à l'émission Horizon du Savoir et un bon courage pour les personnes qui s'occupent de la chaîne YouTube Green TV. Donc, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, docteur Hassan. Aussi, les remerciements vont à l'endroit de votre illustre personnage. Ce n'est pour rien, mais nous n'avons pas eu quand même beaucoup de difficultés à vous accrocher et puis à avoir au moins un peu de votre temps afin d'avoir un exposé de votre brillant ouvrage. Donc, merci pour cela. Aussi, merci pour tout ce que vous faites pour la Khadra Ndiéguène. Et puis, comme vous l'avez si bien dit, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Il n'est nullement question de rivalité, encore moins de propagande, mais tout simplement essayer de faire valoir ces illustres personnalités et puis de revivifier la Khadra Ndiéguène. Donc, nous vous remercions aussi pour ça. Donc, chers téléspectateurs, donc, merci à vous aussi de nous avoir suivis pour ce numéro de Horizon du Savoir. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une autre émission. Et sur cela, nous vous disons bonne soirée et puis merci à vous et à la prochaine.